Alors, la zone tempérée. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite à la douceur, à la modération, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette immense région de notre planète est vraiment si tempérée que ça? C'est justement la question qu'on va se poser. Parce que oui, le mot tempéré, ça nous fait penser à un climat doux, sans excès. Et pourtant, on va voir que la réalité, elle, est bien plus complexe et souvent carrément extrême. D'ailleurs, la source principale de cette analyse conclut avec cette phrase assez forte: la zone tempérée porte bien mal son nom. Voilà, c'est ce paradoxe fascinant qu'on va explorer ensemble. Bon, avant d'aller plus loin, situons là cette fameuse zone. Géographiquement, c'est très simple. C'est cet immense espace qui s'étend dans chaque hémisphère entre les tropiques et les cercles polaires. Et quand on dit immense, le mot est faible. Regardez ce chiffre, 25%, un quart de la surface totale de la Terre. C'est juste énorme. Et un territoire aussi vaste, forcément, ça ouvre la porte à des contrastes absolument saisissants. Voilà, on y vient. Parce que s'il y a bien un mot qui définit cette zone, c'est le mot contraste. Et ça commence par une différence fondamentale entre les deux hémisphères. D'un côté, l'hémisphère nord, qui est largement dominé par les continents. Résultat, une mosaïque de climats hyper variés. De l'autre, l'hémisphère sud. Et là, c'est un tout autre monde. C'est l'océan qui règne en maître absolu, balayé par des vents d'une violence inouïe. On les appelle les 40e rugissants et les 50e hurlants, ça donne une idée. Mais le contraste ne s'arrête pas là. Prenez la même latitude, et vous allez voir des écarts de température gigantesques entre l'ouest et l'est des continents. Et ça, c'est un phénomène qui est entièrement piloté par les courants marins. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être l'Europe. Il y a ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique, un courant marin chaud qui vient réchauffer les côtes européennes d'environ 4 degrés Celsius. C'est une anomalie positive énorme. Sans elle, notre climat serait bien plus rude. Et pour bien se rendre compte de la puissance de ce phénomène, imaginez ça. Des icebergs venus de l'Arctique peuvent descendre jusqu'à la latitude de New York. Mais du côté européen, impossible pour eux de dépasser le 73e parallèle nord. C'est un écart de presque 4000 km. C'est fou, non? Alors forcément, tous ces contrastes, ça donne naissance à une collection de régions, de domaines très différents les uns des autres et souvent poussés à l'extrême. Allez, on part faire un petit tour. On commence notre voyage tout au nord, dans un paysage qui est littéralement sculpté par ce qu'on appelle le pergélisol. Le pergélisol, c'est tout simplement une portion de sol qui reste gelée en permanence pendant au moins 2 ans de suite. Et ce sol gelé, eh bien, il façonne le plus vaste biome de la planète, la forêt boréale, ou la taïga. C'est un monde immense, un peu monotone, fait de conifères, de mousses, et il s'y passe un phénomène assez curieux, la forêt ivre. Quand la couche superficielle du sol dégèle en été, il devient instable et les arbres se mettent à pencher dans tous les sens. Si on change complètement de décor et qu'on va sur certaines façades occidentales, comme en Amérique du Nord, on trouve les forêts pluviales tempérées, et là, on est au royaume des géants. C'est là que poussent les séquoias, les plus grands arbres du monde. Un environnement ultra humide avec des pluies diluviennes. Encore un autre monde, le monde méditerranéen. Lui, il est défini par un paradoxe climatique assez unique. Des étés chauds et très secs et des hivers doux mais humides. C'est cette dualité qui crée une végétation très particulière, très fragile et qui explique pourquoi la région est si souvent touchée par des feux de forêt dévastateurs. Et enfin, au cœur des continents, on a les prairies et les steppes. Là, c'est un peu le ring de boxe du climat. C'est une zone de confrontation permanente entre les masses d'air polaires, froides et sèches, et les masses d'air tropicales, chaudes et humides. Et ce choc, ça engendre des phénomènes météo d'une brutalité extrême, comme les tornades. Ok, donc on a des paysages spectaculaires, extrêmes, variés, mais il y a un autre acteur majeur à prendre en compte, car cette zone tempérée, c'est aussi le berceau de la civilisation industrielle, et l'empreinte humaine a profondément et durablement tout transformé. En fait, il faut bien comprendre une chose. La plupart des paysages tempérés qu'on admire aujourd'hui ne sont pas vraiment naturels. Ce sont des artefacts. Ils ont été modelés, façonnés par des millénaires de défrichage, d'agriculture, d'ingénierie. Même la forme de nos vallées fluviales est un héritage direct des climats passés. Le mécanisme est fascinant. Pendant une période froide, le fleuve est surchargé de débris de glaciers, alors il dépose des sédiments. Puis, pendant une période chaude, il a moins de matériaux à transporter, il retrouve de la puissance et il se met à creuser dans ses propres dépôts. Et parfois, l'impact humain mène à la catastrophe. L'exemple tragique, c'est le Dust Bowl américain dans les années 30. Des pratiques agricoles inadaptées, le dry farming, ont littéralement pulvérisé le sol fertile des grandes plaines. Résultat, des millions d'hectares de terre se sont tout simplement envolés, emportés par le vent. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, à ce paradoxe central. La zone tempérée est finalement tout sauf tempérée.
Ce n'est pas du tout un entre-deux tranquille et stable. C'est une zone de transition incroyablement dynamique. C'est un lieu de tension permanente, d'affrontement entre les influences polaires et tropicales, mais aussi entre les forces de la nature et une pression humaine absolument immense. Alors forcément, en regardant vers l'avenir, une question se pose. Une question cruciale. Avec le réchauffement climatique qui fait fondre le pergélisol dans le Grand Nord, quel avenir pour ces paysages? Et surtout pour les quantités phénoménales de carbone qu'ils renferment depuis des millénaires.